Essayez de continuer. Vous allez voir qu'on ne va pas prendre les mêmes arguments, on ne va pas raisonner de la même manière. C'est assez marrant parce que on arrive pas tout à fait au même résultat, mais presque. Bon, le milliard d'intérêts, moi j'en ai plein. Hein. Donc, avec à peu près tous les labos qui font des anti-pseudomonas. Donc voilà. Donc j'en ai pas finalement. Donc, voilà, je pense qu'il est intéressant d'apprendre à raisonner. Bon, comme vous l'a dit Benoît, pseudomonas c'est un problème en réanimation. Moi, le côté DTR, MDR, XDR, bon, c'est quand je ne vais pas m'en sortir avec les molécules que j'utilise tous les jours, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire les PNM, Ceftazidime, Cefepime, comme Piptazo, etc. Et Cipro, Levo. Et après, on passe dans les ennuis. Donc, on va rester dans cette espèce de foutraque. Et effectivement, si je me cantonne à regarder que les études sur DTR, où il y a 3 malades et demi dans chaque étude, on n'arrive à rien. Je ne peux pas vous donner le message. Donc, on est obligé d'extrapoler un certain nombre de choses là-dessus. On a des problèmes. Hein. On a clairement beaucoup de multirésistance en Europe. Vous voyez que sur les DTR représenteraient 12% environ. Un problème majeur dans la détection de ces pseudomonas à problème, c'est que c'est pas souvent des carbapénémases. Et ça, il faut vraiment le garder en tête. Ça dépend vraiment des régions du globe. Hein. Parce qu'il y a des régions du globe, en particulier en Amérique centrale, vous avez 60% de carbapénémases parmi les piocarbapénèmes R. Donc aussi, quand vous avez des gens qui reviennent d'ailleurs, il y a un peu de notion de ce qui se passe ailleurs. Puis nous, quand on regarde les piocarbapénémases, on dit c'est des MBL. Mais en fait, il y a des pays où c'est pas du tout des MBL. Hein, c'est des classes A, souvent. Et donc, on peut aussi se poser la question comme ça en raisonnant sur les mécanismes d'activité des antibiotiques en fonction des endroits d'où viennent les malades. Bon, Benoît vous a présenté les facteurs de risque. On est dans une maladie qui est extrêmement fréquente. C'est une maladie surtout pulmonaire ou bactériémique. Donc on va raisonner essentiellement sur ces malades-là. Benoît vous a présenté un certain nombre de facteurs de risque qui sont intéressants. Je pense qu'effectivement, il a insisté sur un certain nombre de points, mais je pense qu'il faut garder 2 choses en tête très simples. La colonisation préalable du malade, les épidémies hospitalières qui règnent, en particulier, qu'est-ce que vous avez dans vos lavabos? Moi, je me traîne un pio-NDM dans mes lavabos depuis des années, qui ressort de temps en temps. Avant, c'était un Vim, maintenant, il a bougé. C'est pour ça que je pense que les carbapénémases, ils se promènent d'une bactérie à l'autre assez raisonnablement. Hein. Donc, je sais que je suis dans cet environnement-là. Je ne vais pas raisonner de la même manière. Et puis, la troisième chose, c'est combien de régimes d'antibiothérapie j'ai déjà donné à mon malade. Moi, j'ai des histoires de chats. C'est des malades qui ont 1 mois d'hospitalisation, qui ont reçu tous les antibiotiques de la Terre. Donc, à partir de là, mon raisonnement va être qu'est-ce que j'ai reçu avant, et mon raisonnement va être ne pas donner les antibiotiques que j'ai déjà donnés aux malades. Peu importe le mécanisme de résistance, l'émergence de résistance, c'est le bout de la sélection, peu importe. Ça marche toujours. Et donc, ça marche beaucoup mieux que les facteurs de risque qui sont dans la littérature. Et donc, ça, c'est vraiment important. Donc, la première question que je me pose, moi, en tant que prescripteur, c'est qui je ne traite pas. Et je pense qu'on peut déjà regarder les KT positifs sans hémoculture. Donc il y a une grosse question là-dessus, qu'est-ce qu'on fait des KT positifs sans hémoculture sur Pseudomonas aeruginosa? Quand on regarde sur la base à outcome réel et non fermentant, le fait de traiter ou de ne pas traiter ne change pas le pronostic bien sûr, ni l'émergence d'une nouvelle infection. À l'inverse, quand on regarde une étude thaïlandaise sur des Pseudomonas MDR, alors ils décrivent pas vraiment leur souche, mais c'est quand même des bêtes de course, on s'aperçoit que chez ces malades qui ont eu des Pseudomonas sur leur cathéter, s'ils ne traitaient pas, ils avaient une augmentation considérable du risque d'infection à Pseudomonas et une augmentation considérable de la mortalité. La question se pose réellement quand on regarde cette étude, et qu'est-ce que ça veut dire ça? Mon problème à moi, c'est est-ce qu'ils ont fait des hémocultures? Est-ce qu'il y avait des signes locaux? Et donc, qui on va traiter dans cette histoire-là? C'est pas simple. On peut dire, bon, l'immunodéprimé, le neutropénique, je vais le traiter. Pseudomonas, c'est un problème quand même par rapport à d'autres germes qui sont beaucoup moins problématiques sur les cathéters. Est-ce qu'il y a des signes locaux importants? Est-ce que j'ai fait des hémocs ou pas? Parce qu'en rien, on fait plein d'hémocs. Et donc, ça n'a pas le même sens d'avoir un KT positif, parce qu'on sait que les hémocs sont négatifs, pas les hémocs sont non faites, ce qui n'a rien à voir. Et donc, c'est très compliqué. Est-ce qu'il y a de la thrombose sur le site?
et qui ne pas traiter, si tout va bien, l'immunité est correcte, probablement pas de soucis, pas de signes locaux, une mise en culture systématique, plusieurs hémocs prélevés négatives, surveillance armée, why not, pas de thrombose. Donc je pense qu'il faut garder ça en tête, d'autant plus que les molécules qu'on va utiliser sont soit des nouvelles bêta-lactamines très chères, soit des molécules toxiques. Et donc on a des soucis. Donc utiliser la bonne molécule pivot à la dose optimale avec le bon mode d'administration, moi j'ai tendance à dire que je veux traiter tout le monde tout de suite. Et je pense qu'il faut garder ça en tête. Un message qui est un warning pour les cliniciens, peut-être que pour les microbiologistes c'est bête de vous dire ça, mais les MPCR ne vous permettent pas de dire qu'un pseudomonas est sensible aux résistances d'antibiotiques. Dans 95% des cas, ils ont faux. Moi, mes internes, ils se trompent tout le temps. Ils me disent « Ah ouais, il n'y avait pas de mécanisme de résistance, j'ai mis de la tazo. » Non. Donc vraiment, surtout pas. Donc ça, c'est vraiment un message majeur. Les gens n'ont pas compris la différence entre une résistance phénotypique et une résistance par des mécanismes de résistance. Donc vraiment, c'est un message auquel je tiens beaucoup et qui est extrêmement important. Pseudomonas dit, sauf VIM, carbapénémase ou NDM qui sont isolables, ne dit rien sur le profil de résistance qu'on va retrouver. Ça, c'est vraiment important. Donc l'antibiothérapie préalable, c'est majeur. Vous voyez les récidives de PAVM à Pio et vous voyez le taux de résistance à la molécule pivot qui a été utilisée la fois d'avant. C'est évident, et c'est évident pour toutes les molécules. Alors c'est plus net sur PNM et Cipro, mais c'est vrai pour toutes les molécules. Donc à partir du moment où on a utilisé, ça monte. Et là, c'est le nombre de régimes utilisés précédemment avant l'infection. Et vous voyez que le nombre de régimes utilisés avant l'infection vous prédit des souches qui vont être des souches compliquées. Alors, molécule pivot, Benoît en a un peu parlé. Qu'est-ce qu'on utilise? Les vieilles ou les nouvelles molécules? Très clairement, dans les infections à Pio, qu'elles soient sensibles ou résistantes, il n'y a pas de différence dans la littérature, il n'y a pas de différence faite par la littérature, il n'y a pas de différence de guérison clinique, qu'on utilise des régimes à base de colistine ou des régimes à base d'autres choses. Et ça, je pense qu'il faut vraiment le garder en tête. Et c'est vrai pour tout, c'est vrai pour la guérison, pour la survie, pour la guérison et la réponse microbiologique, quel que soit l'agent utilisé. Mais bien sûr, dans les études pivot, comme vous l'a dit Benoît tout à l'heure, il n'y a pas de DTR. Et il n'y a pas non plus de bestioles très très compliquées à traiter. Alors Benoît vous a montré aussi cette étude qui vous montre quand même que parmi les pios qui sont difficiles à traiter, probablement les nouvelles molécules, ici c'est céphtalozane tazobactam versus polymyxine, on a l'impression de voir des différences. Première différence, quand on utilise polymyxine, on l'utilise en bithérapie, en combinaison. Et donc il y a beaucoup plus de combinaisons quand on utilise des régimes à base de coli qu'à base de céphtalozane tazobactam, en tout cas aux US. Et effectivement, quand on regarde les résultats, il y a beaucoup plus de guérison clinique avec CT qu'avec une association coli-aminoside pour la plupart. Et beaucoup plus d'insuffisance rénale. Donc je pense qu'il faut garder ça en tête. Voilà, c'est pas parce que je suis pour les nouvelles molécules, mais probablement la surutilisation de ces anciennes molécules néphrotoxiques, c'est compliqué. C'est difficile à faire et c'est probablement pas complètement efficace. Et on retrouve la même chose dans cette autre étude des US avec une méthodologie de type d'or qui vous montre que la probabilité d'obtenir une guérison, elle est meilleure si on utilise un régime avec des nouvelles molécules qu'avec une ancienne. Ici encore, c'était céphtalozane tazobactam. Problème aussi de la colistine, mais je vais laisser probablement l'intervenant suivant en parler beaucoup, c'est qu'atteindre la cible thérapeutique, c'est pas du tout simple. Et là, vous avez, on voit pas bien ici, mais vous avez les doses, je vous les ai mises avec une petite flèche, là, les doses recommandées par le MA ou l'IDSA, et vous voyez que la PTA, elle n'est pas du tout simple. Avec 2 mg par litre, c'est extrêmement compliqué d'avoir une bonne proportion de cible atteinte. Et donc, si vous êtes à 0,5, ça doit passer, mais c'est rare. Quand on nous rend un pio, il est rarement au-dessous de 1. Enfin, moi, personnellement, pratiquement jamais. Et donc, vous n'avez pas une molécule optimale. 1, elle ne diffuse pas bien. 2, elle est toxique. 3, il faut en donner des tombereaux. Et en plus, la PTA n'est pas extraordinaire. Donc, bien évidemment, vous êtes en difficulté. Et ça, je pense qu'il n'y a pas de souci. Après, CT ou CZA, céftazine-imagibactam, bon, voilà, il y a plein de cohortes. Je vous les ai mis rapidement. Vous voyez, il y en a des pour, il y en a des contre. CT, CZA, Execo, bon, il y en a plein.
La dernière en date, vous trouvez plus d'émergence de résistance avec ceftazidime-avibactam qu'avec ceftolozane-tazobactam, mais on ne peut pas en dire grand-chose, et je pense que ça dépend vraiment des mécanismes de résistance. Benoît vous a montré crédible, quand on regarde Pseudomonas isolé, on a l'impression que cefidérocol, ça fait mieux que best available therapy. Là, c'est des bêtes de course quand même, hein. C'est des pios qui sont parfaitement résistants aux antibiotiques. Bon, mais très peu de malades, donc qu'est-ce que vous voulez qu'on dise là-dessus? C'est très compliqué. Alors, il y a ce papier qui est assez intéressant, qui essaye de faire la synthèse en fonction du mécanisme de résistance, qui n'est pas inintéressant, et de dire, bon, bah voilà, en fonction du phénotype que vous avez, bah, peut-être qu'en fonction du mécanisme de résistance que vous attendez, carbapénémase versus céphalosporinase, plus mécanique des flux, plus tout ce qu'on veut, on ne va pas utiliser tout à fait la même molécule. Et donc je pense que c'est intéressant d'avoir ce type d'idée en tête que bon, on peut choisir en fonction des cas des molécules différentes. Pour résumer, sur les pios MDR, il n'y a aucune sensibilité qui est prévisible. Pour les pios DTR, CTR, donc ceftolozane tazobactam résistant, il faut vraiment penser à tester imipenem ralebactam, ceftazidime-avibactam, parce que c'est possiblement efficace, alors que la première ne l'est pas. Et pour les DTR avec une MBL, là il ne vous reste pas grand-chose, vous êtes un peu en slip. Cefidérocol, Astreonam avibactam, ou des petits mélanges. Je ne suis pas sûr que Astreonam avibactam fasse aussi bien que ceftazidime-avibactam Astreonam. Je ne suis pas persuadé. Souvent, je continue à garder la vieille façon de faire, parce que je ne suis pas sûr de moi et on n'arrive pas à me répondre. Donc je ne sais pas, peut-être qu'on discutera de ça tout à l'heure. Bon, les nouvelles molécules, je ne vais pas en reparler parce qu'il n'y a pas grand-chose. Pour moi, en réa, donc, on n'a pas grand-chose, et donc il faut optimiser la pharmacocinétique. Bon, vous connaissez cette histoire des molécules temps dépendants qui ont besoin d'avoir une quantité au-dessus de la CMI longtemps, et probablement au-dessus de 4 fois la CMI longtemps. Bon, je ne vais pas vous raconter ça. Un autre problème avec Pseudomonas, c'est la concentration qui prévient les mutations. Parce que finalement, cette concentration qui prévient les mutations avec Pseudomonas aeruginosa, c'est un vrai souci. Quand vous regardez les travaux qui ont été faits, qui sont un peu anciens, vous voyez que la CPM, elle est 32 fois supérieure à la CMI. Comment vous voulez arriver avec une molécule, avec une bête qui a déjà à 4 de CMI, arriver à avoir 4 fois 32 ou 4 fois 64 mg par litre? C'est quasiment impossible. Et donc, on est en face d'une bactérie à problème et avec un risque de résistance majeur. Donc c'est ça qui est intéressant, et c'est probablement intéressant aussi d'avoir les CMI, même si vous avez l'impression que vous avez une guérison clinique, pour essayer de vous faire une idée de la façon dont vous avez traité le malade. Est-ce que vous étiez bien ou pas? Et ça, c'est intéressant. Bon, je vais pas rentrer dans pharmacocinétique, mais moi j'ai quelques warnings sur les molécules que je voudrais juste vous passer en tant que clinicien. Le warning sur CT, enfin l'absence de warning sur CT, c'est qu'il n'y a que le ceftolozane qui marche. Donc déjà, je ne suis pas embêté par l'inhibiteur, je m'en fous de l'inhibiteur, et donc la diffusion de l'inhibiteur n'est pas mon problème. Et ça, c'est très important. Et en plus, la diffusion pulmonaire n'est pas trop mauvaise avec cette molécule. Le problème, c'est le spectre. Là, pour le coup, j'ai pas un métallo-bêta-lactamase. Avec le CZA, j'ai une bonne diffusion de la ceftazidime, que je connais pas mal, de l'ordre de 20%, mais l'avibactam, c'est moyen. Et il faut vous souvenir que les CMI, elles sont en présence d'une quantité fixe d'avibactam. Et si vous avez des problèmes de concentration d'avibactam, moi, je ne sais plus ce que je mesure, et je ne sais plus ce que je traite. Et dans le poumon, c'est encore pire, parce que je ne sais pas non plus ce qu'il va y avoir dans le poumon, et donc j'ai un problème avec ma concentration d'inhibiteur de bêta-lactamase. Cefidérocol, souci, presque 50% de fixation protéique. Donc ma forme libre, c'est pas ma fixation globale, ma forme globale. 2, ça diffuse pas très bien dans le poumon. Gros problème. Qu'est-ce que je mets? Est-ce que je la laisse toute seule? Est-ce que je mets quelque chose d'autre pendant 2 jours, 3 jours? Et ça, je peux aussi l'avoir en tête, puisque effectivement, c'est une molécule qui marche souvent, mais elle diffuse pas très bien dans le poumon, et il peut y avoir des soucis dans ce domaine. Imipenem ralebactam, les posologies, elles sont délirantes. Il y a 2 grammes d'imipenem en tout par jour. C'est pas du tout suffisant pour ces malades. Moi, je mets Thiénal plus Imirel. Je mets 4 grammes d'imipenem. Et bon, on va me dire, ouais, c'est pas comme ça la MM. Tant pis. Voilà, donc ça, c'est vraiment important. Donc, c'est très difficile à prévoir, et je pense qu'il faut vraiment garder ça. Et je pense que le maître mot au départ, c'est dose maximale tolérable, optimiser la PK, dose de charge, perfusion continue probablement, ne pas adapter à la clairance dans les 24-48 premières heures, et discuter combo et administration locale, et on va en parler un peu vite.
Il y a plein de problèmes. Variabilité d'éclairance permanente, l'ECMO, les techniques d'épuration extra-rénale vous posent des tas de soucis d'interprétation. Donc ayez le dosage facile et l'interaction avec la pharmacocinétique est très importante. De même qu'avec la microbiologie, pour avoir une idée des CMI, même si la CMI, ça ne veut pas dire en pratique les ICOF, tout ça, il y a toute une discussion qu'on pourra avoir tout à l'heure, c'est quand même une aide. Alors les aérosols, qu'est-ce qu'on peut en dire? Voilà un modèle de cochon où on a regardé, c'est des piots qui sont très résistants aux antibiotiques, qui sont sensibles au méropenem et qui sont résistants à l'amiclin et à la phospho. Ils ont rajouté ou pas des aérosols d'amiclin phospho dans le modèle ou du méropenem. Vous voyez que les carrés ici, quand vous regardez la différence trachéale, effectivement quand on rajoute des aérosols c'est mieux. On est très bien. Quand on regarde dans le liquide alvéolaire, on est un peu mieux avec les aérosols que sans aérosols. Quand on regarde la différence par enzymateuse, il n'y en a pas. Qu'est-ce que vous traitez? Est-ce que vous traitez les bronches des malades ou pas? Donc le problème est là. Alors, on peut le voir de deux manières différentes. On peut dire il n'y a pas de différence dans les bronches des malades, mais d'un autre côté, je diminue considérablement mon inoculum et peut-être j'aurai moins de résistance bactérienne. Donc ça c'est intéressant à noter. Il faut savoir que c'est quand même un peu dangereux comme technique quand on a un rapport PaO2 sur FiO2 inférieur à 200, qu'on en fait une fois par an, et ben il y a un risque de faire ça, c'est dangereux, il y a beaucoup de morts. Donc il faut faire attention. Alors dans ce modèle, effectivement, ils avaient moins de résistance au méropenem, et je pense que c'est intéressant à savoir. Dans l'étude INAL, qui était comparaison amiclin inhalé versus amiclin IV, dans une grosse étude randomisée, quand on regarde le sous-groupe Pseudomonas aeruginosa, plus d'éradication de Pseudomonas aeruginosa dans le groupe avec de l'amiclin inhalé. Donc peut-être intéressant quand même des petits signaux. Il faut savoir que c'est quand même un traitement dangereux qu'il faut vraiment maîtriser correctement, qu'on ne fait pas ça une fois par an. Il y a des règles de prescription. Bon, moi personnellement j'ai eu tellement de sondes bouchées avec des problèmes d'humidificateur chauffant et que maintenant il n'est plus recommandé d'arrêter l'humidificateur chauffant pour les aérosols. Je pense que c'est une très bonne chose, mais je pense que c'est quand même une technique difficile, surtout que c'est des malades extrêmement graves. Et donc, bon voilà, on n'utilise pas, j'adore pas les aérosols. La combinaison, c'est intéressant surtout pour élargir le spectre. On a vu qu'on ne pouvait pas faire des diagnostics initiales, et donc la combinaison d'antibiotiques, dans ces cas-là, est probablement intéressante pour élargir le spectre. Qu'est-ce que je fais moi en première intention sur une suspicion de PIO-DTR? Je ne fais pas coli ou Céphalosporin tazobactam, je fais coli et Céphalosporin tazobactam. 2 jours. Comme je ferais amiclin dans une septicémie grave. Et puis je rétrograde ensuite. D'une part, j'aurais diminué mon inoculum, probablement diminué le risque de résistance, et éventuellement, je m'en sortirais un peu mieux. Je ne sais pas si je fais bien, je n'ai pas de preuve de ça, mais je pense que c'est une façon assez raisonnable de faire. Alors, combinaison versus monothérapie dans les Pseudomonas aeruginosa, là, les DTR, c'est difficile de dire. Est-ce que c'est mieux? Alors, il y a cette grosse étude sur les bactériémies qui ne sont pas tout à fait en réanimation, mais qui vous montrent que c'est pas très bon de faire une combinaison, puisque vous avez plus d'insuffisance rénale, puis il n'y a pas moins d'émergence de mutants résistants. Donc, premier message plutôt négatif. À l'inverse, vous avez l'étude des Italiens qui vous montre sur les pios qui ne sont pas tous MDR, loin de là, que si vous mettez un aminoside, vous avez beaucoup moins de morts que si vous n'en mettez pas. Donc, bon, après, il y a certainement des biais qu'on ne contrôle pas dans ces études-là, mais qui vous montrent des choses extrêmement différentes. François Barbier a fait une étude sur les pneumonies traitées par mono ou bithérapie active à gram négatif, et dans le sous-groupe des pneumonies à germe non fermentant, il n'y avait aucune différence entre l'existence d'une monoactive ou d'une bithérapie active. Donc c'est très compliqué de répondre à cette question. Pour Pseudomonas aeruginosa, dans cette étude qui est bien conduite, avec un ajustement qui est tout à fait correct, c'est aussi une cohorte, vous montre que pour Pseudomonas aeruginosa, la dual active antibiothérapie, DACT comme il l'appelle, a l'air d'être un peu plus efficace en termes de clinical cure que la monoactive combinaison. Alors, quelle association? Difficile. Peut-être une place à la phosphomycine, il ne faut pas totalement oublier. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, cette histoire de phospho. Les CMI, c'est compliqué. Je laisserai les microbiologistes en discuter, mais on ne sait pas très bien quelle est la barre. Mais jusqu'à 64, peut-être que ça passe sur Pseudomonas aeruginosa. Est-ce qu'en bithérapie, ça peut être intéressant? Certaines études suggèrent que oui. Et en particulier, avec le céphidérocol, où la diffusion pulmonaire n'est pas forcément extraordinaire, certains papiers suggèrent que c'est intéressant de le faire. Et il y a même des recommandations franco-italiennes qui mettent cette molécule en avant. Alors, la durée de traitement et arrêter prématurément les antibiotiques inutiles, c'est vraiment important. La résistance, en soi, n'est pas une raison pour traiter plus longtemps. Ça, je pense qu'il faut vraiment l'avoir en tête, et ça va dépendre de l'efficacité et de l'évolution du malade. Et bien évidemment,
quand vous regardez la résistance bactérienne, en termes de mortalité, la durée de traitement plus longue ne change pas avec une durée de traitement plus longue. Par contre, l'émergence de résistance et la récidive, pardon, pas l'émergence de résistance, la récidive a l'air d'augmenter un peu si on traite court. Est-ce que c'est grave d'avoir une récidive? Est-ce que c'est plus grave d'avoir une récidive ou de traiter longtemps? Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne sais pas. Et je pense que c'est intéressant comme question pour l'avenir. Alors, il faut savoir que là, il y a un papier, une sous-étude de Balance qui est sortie il y a quelques jours, qui a regardé Pseudomonas aeruginosa. Et clairement, il y a un petit signal pour un traitement long avec Pseudomonas aeruginosa. Vous voyez, c'est pas significatif, mais il y a 29,7 versus 20,5 en termes de mortalité. Puis en ajustement sur la seule variable qu'il trouve, qui est l'âge, elle est un peu foireuse, hein, cette étude. Il y a un OR à 1,47. Mais elle est plutôt sur un sous-groupe d'une étude randomisée en faveur d'un traitement long sur des pios qui sont ultra sensibles. Hein. C'est les pios australiens, ça va, tranquille. Voilà, donc quoi dire? Un traitement long, un traitement court, si traitement efficace d'emblée, si votre PK était optimal, si vous êtes content du truc, ça va bien, pourquoi pas? Si contrôle clinique avant J4, votre malade va bien, il ne pose pas de problème, il n'y a plus de problème infectieux, il n'y a pas de raison de faire des prélèvements de contrôle, parce que même s'ils sont positifs, ça ne va pas changer grand-chose, tous les feux sont ouverts, pourquoi pas un traitement court? Et sinon, si le contrôle est difficile, peut-être c'est des biomarqueurs, pourquoi pas? Une nouvelle CMI pour voir s'il y a une évolution, si le foyer septique est bien contrôlé ou pas, si vous avez bien contrôlé la source ou pas. Discuter un changement de molécule si votre malade ne guérit pas alors qu'il reste des prélèvements positifs peut être utile. Je vous remercie.